Ah, salut, je suis content d'être avec vous. Alors, la motivation, c'est lié à l'histoire de ces dernières années. C'est 2015, les attentats de Paris, et donc une prise de conscience personnelle, et puis rapidement avec des collègues sur l'idée de mettre nos compétences de développeurs, d'ingénieurs, de techno dans l'univers de la sécurité au sens civil. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une forme de symbiose en fait, entre l'homme et le numérique ou le technologique. Donc ça a commencé justement par le numérique. Aujourd'hui, on a tous un smartphone greffé au bout de la main depuis le collège. D'ailleurs, ça fait débat, mais dans le monde du travail. Et ça va s'accélérer. C'est-à-dire que la technologie, l'avenir de la technologie, ça va être cette symbiose entre la technologie, qu'elle soit numérique ou voire même robotisée, et l'humain. Le mot-clé chez nous, c'est l'ergonomie. Si on a une solution technologique trop compliquée, c'est pas la peine en fait, faut laisser tomber. Si vous sentez que vos agents, vos responsables, vos décideurs sont en train de tâtonner, de ne pas retrouver leur bille simplement dans des situations qui peuvent être des situations d'urgence ou des situations stressantes, laissez tomber, c'est pas le bon outil. Donc, ou alors reparler à votre fournisseur parce qu'il faut travailler et encore travailler le sujet de l'ergonomie. C'est quelque chose qui est fondamental. Bon, je vais te donner un exemple. L'onboarding le plus rapide du monde. L'onboarding le plus rapide du monde, c'est on a une personne qui arrive, soit c'est quelqu'un qui vient en renfort, soit c'est une intervention extérieure, soit c'est quelqu'un qui jusque-là, malgré les messages de prévention sur la sécurité, la sûreté, ça peut être un salarié, hein, réfractaire à tout ça, jusqu'au jour où il a un problème, jusqu'au jour où il va appeler, où on a besoin de le joindre. Et l'onboarding le plus rapide du monde, c'est je prends le numéro de téléphone, je le saisis, j'appuie sur un bouton, il reçoit un SMS, il appuie dessus, il est sur l'application. Rien à installer, pas d'histoire de login, mot de passe, etc. Les gens en ont marre des logins, mots de passe. L'onboarding le plus rapide du monde, c'est une sorte de couloir qu'on a fait pour rentrer dans le système et pouvoir participer tout de suite au système. Ouais, là, c'est vraiment l'ADN d'Aeropolis. C'est ce qui a fait aussi la différence avec Aeropolis entre les débuts où on a commencé à développer entre collègues, entre développeurs, des solutions pour les tester sur le marché et ce qui est devenu Aeropolis aujourd'hui. C'est-à-dire de pouvoir travailler justement avec une ergonome que je salue, qui est super, et tout ce qu'elle a changé dans notre façon de développer, dans notre process de développement. Alors Aeropolis, c'est une solution française. Et ça, je commence par ça parce que, encore une fois, ça fait partie des fondamentaux. Solution française dans son équipe, dans les technologies qu'on utilise, les choix des technologies qu'on va utiliser, dans le capital à qui Aeropolis appartient, et dans l'hébergement, bien sûr, des données. Donc nous, on est allé benchmarker en fait, les clouds français les plus cybersécurisés. Et là-dessus, moi j'ai une expérience de mon métier d'avant qui était d'être ingénieur dans le groupe de défense et de sécurité Thales et d'avoir sélectionné le meilleur cloud français aujourd'hui qui permet de protéger les données et à côté d'avoir tout un process et d'avoir travaillé avec un conseil juridique les aspects protection des données, RGPD, cybersécurité. Bon, il y a une question de souveraineté, c'est assez indéniable. Il y a une chose qui est importante, c'est l'hébergement des données. Où est-ce qu'il se situe, s'il est en zone Europe, pas Europe, s'il est en zone France, pas France, mais aussi quelle est la société avec laquelle vous travaillez. Donc ne faites pas une confiance aveugle à votre fournisseur qui peut-être est passé à côté de quelque chose, qui a fait un choix de technologie ou un choix de fournisseur de technologie, peut-être de deuxième, de troisième rideau. Il faut que toute la chaîne soit maîtrisée pour qu'on sache que cette chaîne-là ne fait pas appel à des solutions qui sont non souveraines. On peut avoir de très bons clouds qui techniquement font très bien le job, mais qui sont des solutions peut-être américaines qui vont être soumises au Cloud Act ou au Patriot Act.
Et là, vous ne pourrez rien faire, même si l'hébergement est sur le territoire national, même si l'hébergement est en Europe. Ces Cloud Act et Patriot Act donnent la possibilité à l'État américain, quels que soient ses intérêts, et ces intérêts, quand on veut travailler avec des groupes français, avec des problématiques de guerre économique qui sont de plus en plus prégnantes, quand on veut travailler sur des secteurs sensibles, sur les secteurs peut-être de la défense, sur les secteurs où il y a une concurrence économique qui peut se jouer, on ne sait jamais ce qui peut se passer et où vos données peuvent être récupérées pour être exploitées d'une certaine manière. Alors, aujourd'hui, il y a deux secteurs qui marchent très très fort. Et attention, parce que là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. Et je le sens sur ces derniers mois, une grosse accélération. On vit dans une société, et regardez vos ados et vos enfants comment ils consomment, et les jeunes, où les gens scrollent sur Internet, achètent sur Internet et sont livrés à la maison. Donc quand ils scrollent et qu'ils achètent, c'est du data center, et quand ils se font livrer à la maison, c'est de la logistique. Donc aujourd'hui, il y a deux marchés qui sont extrêmement importants, qui sont l'univers des data centers, l'univers de la logistique. Ils ont des problématiques de sûreté et de sécurité qui sont bien spécifiques. Et je les ai rencontrés et je travaille avec eux pour leur apporter les meilleures solutions en termes de solutions technologiques, notamment de main courante. Alors c'est déjà le cas, aujourd'hui Aeropolis est sur 4 continents. On l'a fait par opportunité, donc on est présent en Amérique latine, la solution est multilangue déjà. On est présent en Amérique latine, on est présent en Afrique, au Sénégal, et on est présent au Moyen-Orient, puisqu'on a participé notamment à la sécurité de la Coupe du Monde du Qatar il y a 2 ans, la Coupe du Monde de football. Mais on est présent également au Proche-Orient avec des sociétés de sécurité privées. C'était de l'opportunité. À partir de l'année prochaine, ça va être beaucoup plus actif, on va rentrer dans une phase beaucoup plus active de déploiement et de développement à l'export, à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une confiance par rapport aux solutions technologiques françaises, le savoir-faire des ingénieurs français, mais pas que. Il y a une vraie confiance qui est reconnue et un vrai savoir-faire qui est reconnu à l'export, il n'y a pas que le luxe, sur les ingénieurs, mais aussi sur l'univers de la sécurité française. Les normes en termes de sécurité incendie notamment, en France, elles sont parmi les plus poussées. C'est un vrai savoir-faire, on a investi là-dedans. Cet investissement, on peut aussi le pousser. Et ça, quelque part, c'est aussi l'intérêt global de la sécurité, quelles que soient les concurrences, etc. Mais c'est aussi une prise de conscience de la part de nos décideurs, de l'État, de pousser ce savoir-faire de sécurité sur les aspects sûreté et sécurité à l'export. Alors, on a des valeurs d'équipe que je ne vais pas dévoiler parce qu'elles sont internes à l'équipe. Du coup, je ne vais pas les dire, mais on les a tous partagées dans l'équipe et on les a mises dans nos process. Donc en fait, quand quelqu'un va avoir quelque chose de nouveau, qui se développe à l'étranger, quelque chose qui a une solution qui a marché, qui est parue dans la presse, etc., il va la partager au reste de l'équipe. Donc on a des temps de partage interne où on va un peu infuser tout ça, peut-être tester des choses. Évidemment, l'arrivée de ce qui s'est passé sur l'IA, que ce soit ChatGPT ou autre. Alors ne vous en faites pas, on n'utilise pas ChatGPT qui n'est pas français dans nos produits. Par contre, c'était pas mal pour pouvoir tester des choses et faire des expérimentations en interne, des choses en labo, pour voir un petit peu, pour initier quelle va être la roadmap Aeropolis de fin 2024, 2025, 2026. Alors, si la France n'investit pas et ne se met pas en lead sur les sujets de l'intelligence artificielle, on va louper un gros truc. C'est clairement ce qui est déjà en train de se passer. Et clairement, il y a un train d'avance qui a été pris, comme d'habitude, au niveau de la côte est des États-Unis. Cependant, les ingénieurs français, ce sont eux les meilleurs du domaine. Ce sont eux qui sont allés se faire embaucher dans les entreprises à l'étranger et ce sont eux qui sont à l'origine de ces innovations. Donc il faut qu'on arrive à garder nos talents en France. Il faut qu'on continue à investir sur cette filière et à amener, en fait, par le savoir-faire français, l'intelligence artificielle dans le meilleur de ce qu'elle peut donner aux technologies, sans être complètement béat devant une technologie qui a l'air magique. En fait, elle n'est pas magique, c'est du travail, c'est de l'ingénierie, et c'est surtout une plus-value sur le quotidien des uns et des autres. En France, il y a
il y a une culture française. Il y a une façon de faire le vivre ensemble en France. Est-ce qu'on veut se faire imposer le vivre ensemble, comme on peut le voir dans d'autres pays, parce qu'ils se sont emparés de l'intelligence artificielle et qu'ils vont nous l'imposer par le biais de certaines applications? Est-ce qu'on veut que tous nos enfants soient sur, je ne sais pas, TikTok ou ce genre de produit? Ou est-ce que non, en fait, on veut développer nos propres outils, nos propres solutions? Bah, les plus grands défis, en fait, ils sont humains. Avec les fondateurs, etc., on se connaît, etc. Et les technologies qu'on amène, on est à l'aise avec ça. C'est mon savoir-faire depuis 20 ans. Par contre, les plus gros défis, ça a été de constituer son équipe, et ça continue à être de constituer son équipe. Donc, apprendre à s'entourer des bonnes personnes, à faire confiance aux bonnes personnes et à les intégrer en fait et les absorber petit à petit dans l'équipe, parce que la société Europolis, elle se développe, donc forcément on a besoin aussi de bien s'entourer et de continuer à croître. Aujourd'hui, clairement, c'est mon plus gros défi, ça l'a été, ça va continuer à l'être. Oui, c'est fondamental, mais c'est l'essence même de toute société. Une société, c'est des gens qui se mettent ensemble. Il y a les collaborateurs, il y a le réseau, les partenaires, les rencontres qu'on va réaliser. Il faut vraiment voir que la façon dont on travaille aujourd'hui dans Europolis, les idées qu'on a, elles ne sortent pas du chapeau. En fait, bien souvent, c'est parce que quelqu'un dans Europolis est assis avec un décideur, avec un directeur sûreté d'une grande société, avec quelqu'un qui est en charge d'un grand événement, d'un site sensible, et qu'en discutant avec lui, il va nous exprimer ses points. Et nous, dans l'équipe, comme on est plutôt des ingés, on va avoir tendance à accrocher à son besoin et à essayer d'imaginer avec lui des solutions, à les tester un peu avec lui et à avancer comme ça. L'innovation et du coup le futur d'Europolis, il se joue en partant de ces conversations-là. Pour moi, l'avenir d'Europolis, c'est que Europolis ne soit pas juste un très bon outil tout seul. Là, on est mort. Un bon outil, il doit s'interfacer avec d'autres. Donc, si on revient à la question du début de l'entretien, où on parlait un petit peu justement du fait qu'il y a une symbiose entre l'humain, quel qu'il soit à son niveau, et la technologie, il va être là en fait l'avenir d'Europolis. Donc aujourd'hui, on voit des solutions d'hypervision qui arrivent, on voit l'interconnexion avec des systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, on voit aussi l'arrivée de la robotique. Alors, on ne l'a pas encore beaucoup, on l'a surtout sur des salons. Par contre, c'est profondément ce qui va se développer ces prochaines années. Si on développe un outil de pilotage de la sûreté et de la sécurité, qui contient de la main courante, qui contient de la réception de signaux faibles ou de signaux d'urgence de tout un chacun, des signaux qui peuvent être issus de l'humain ou bien issus de détecteurs technologiques, et que derrière on peut analyser ce qui se passe et du coup choisir et sélectionner la bonne réponse et fluidifier cette réponse, là on a gagné. Ok, alors moi je suis pas sociologue, par contre je suis papa et j'ai 2 filles qui sont ados. Et mes 2 filles, ce qu'elles veulent, c'est aller voir des concerts. Ce qu'elles veulent, c'est aller au parc et aller s'amuser. Et donc, si sur le parc où elles vont s'amuser, il y a une bonne société de sécurité qui est bien équipée et qui va pouvoir remonter les problèmes et leur permettre d'aller s'amuser tranquillement. Si, pour prendre l'exemple de l'Accor Arena, parce que ma fille y va dans quelques semaines, voir son chanteur préféré, si cette salle de concert, elle travaille bien avec moi et avec de bons partenaires technologiques, et que du coup, je sais que la sûreté est l'assurer le mieux possible, déjà à mon niveau, avant de parler de la société, ça va me rassurer et je vais être dans un monde que je sens meilleur. Alors là, il faudrait revenir à l'étymologie d'Europolis, en fait, du nom de la boîte. Donc c'est le héros, police de la cité en grec. Donc dans la cité, l'idée c'est que tout un chacun puisse contribuer à la sécurité, à chacun à son niveau bien sûr. Et donc les premiers marchés qu'on a adressés, les premières expérimentations qu'on a faites, on les a plutôt fait avec des villes et du coup avec du secteur public. Et donc très tôt dans la jeunesse d'Europolis, le sujet de la protection des données, de la RGPD est venu.
Donc avant même que le produit commence à être abouti de quoi que ce soit, déjà j'étais avec mon cabinet juridique, que je salue d'ailleurs, qui est formidable, qui m'accompagne depuis 6 ans maintenant, sur ces aspects-là. Donc très tôt, on a monté, donc évidemment la conformité RGPD, ça c'est une obligation, mais également aussi une analyse d'impact sur les données personnelles, donc un PIA, qui suit une méthodologie vraiment très codifiée, assez complète, qui est la méthodologie EBIOS. Et donc on a suivi cette trame-là, et on a un document assez conséquent qu'on revoit très régulièrement, au moins une fois par an, et qui trace toutes les données qu'on exploite, leur finalité, pourquoi on les exploite, la durée de conservation, les risques associés. Donc il y a ce travail-là qui est fait en amont à côté de la partie purement technique. Alors tout Aeropolis évolue parce qu'on a fait des rencontres. Tout vient de là et ça va continuer et c'est super comme ça. Et en fait, au gré des rencontres, on rencontre des personnes avec qui on s'entend bien. Et ces personnes-là, souvent, elles ont un super réseau. Donc souvent, elles parlent de nous ou elles nous font rencontrer des tierces personnes ou des personnes, voilà. Et de fil en aiguille, de plus en plus, on n'arrête pas de rencontrer des super personnes. Et chez GPS, bon feeling, très vite, très tôt. On est content d'être là aussi. Et puis, en fait, souvent, l'intuition, elle ne trompe pas. Donc, on a le feeling avec le fondateur ou une personne, etc. Et on se rend compte que derrière ça, toute sa team, elle est bien aussi. Donc, elle est sympa, on est content de travailler avec. Et puis, on sent l'appétence pour la techno. Donc, on sent que ça va être des bons aussi utilisateurs. Dans les deux sens du terme, des bons parce qu'ils vont bien savoir l'utiliser, mais des bons parce qu'ils vont nous dire quand ça ne va pas et quand il faut améliorer les choses. Donc ça, on le sent et on sait qu'avec eux, on va pouvoir progresser et on va pouvoir faire du bon boulot. Merci la team GPS, franchement, vous êtes top, c'est un plaisir de bosser avec vous.